présenter les différentes mesures que l'État met en œuvre dans un contexte exceptionnel. Ce sont des mesures exceptionnelles pour accompagner et soutenir l'emploi et l'activité économique. Alors je vais peut-être demander à Laurent Garnier, le directeur départemental des finances publiques, de commencer. Donc effectivement, pour vous dire que la DGFiP dans cette période est évidemment très mobilisée pour aider les entreprises. Les premières mesures qui ont été mises en place pour ce qui concerne l'administration fiscale, c'est une mesure d'octroi de délai et de report de paiement pour les impôts directs. Les impôts directs, c'est-à-dire principalement l'impôt sur les sociétés et les taxes sur les salaires. Donc ça, nous l'avons fait dès le mois de mars, puisqu'il y avait une échéance au mois de mars, un acompte, ce qu'on appelle un acompte sur l'impôt sur les sociétés. Et donc, élément de bilan, à la fin de la semaine dernière, nos services fiscaux avaient accordé aux entreprises de Charente-Maritime 418 reports de paiement et 213 échéanciers de paiement. C'est-à-dire des entreprises qui avaient souhaité avoir des délais de paiement. Donc ça fait au total près de 650 mesures d'étalement. Par ailleurs, vous savez, il y a des entreprises qui avaient déjà payé leur acompte, c'est-à-dire qui n'avaient pas mis en œuvre la procédure pour le stopper, et donc nous nous sommes engagés à les rembourser à leur demande, et donc nous avons déjà plus d'une centaine d'entreprises qui ont bénéficié d'un remboursement de l'acompte qu'elles avaient déjà payé. Donc voilà pour la mesure délai et report de paiement pour les impôts directs. Et donc je rappelle bien que ça ne concerne que les impôts directs, c'est-à-dire qui sont à la charge des entreprises. En revanche, nous demandons aux entreprises de payer la TVA et le prélèvement à la source. Ce sont des impôts pour lesquels elles collectent l'impôt, mais ce n'est pas un impôt des entreprises. Et donc c'est tout à fait important, essentiel pour l'État de pouvoir continuer à collecter ces recettes. Deuxième mesure économique, c'est le traitement accéléré des demandes de remboursement de crédits d'impôt. Donc ça peut être des crédits d'impôt recherche, des crédits d'impôt sur l'impôt sur les sociétés, et puis les remboursements de TVA. Donc à ce stade, il y a à peu près 140 entreprises qui ont obtenu des remboursements accélérés d'impôts, et c'est évidemment une mesure qui va continuer à monter en charge, d'accord, parce que autant accorder des délais ou des reports de paiement est extrêmement rapide, et quand on rembourse des crédits d'impôt ou de la TVA, il y a évidemment un minimum d'instruction, donc 140 sociétés aujourd'hui, et ça va continuer à monter en charge. Troisième mesure, qui est parfois un peu oubliée, mais elle est très importante pour tous les indépendants, les commerçants, les professions libérales, tous ceux en fait qui ne payent pas d'impôt sur les sociétés, mais qui payent de l'impôt sur le revenu sur leur activité industrielle et commerciale ou non commerciale. Vous savez que dans le cadre du prélèvement à la source, ça c'est un peu un des avantages finalement du prélèvement à la source qu'on découvre dans ce temps de crise, c'est que on peut moduler son prélèvement à la source, on peut reporter certains acomptes quand on est un indépendant. Alors on peut reculer un seul acompte à la fois, mais pour 3 mois, et on peut même parfois supprimer un acompte d'impôt sur le revenu qu'on paye. Par exemple, un commerce qui a cessé toute activité peut supprimer ses acomptes d'impôt sur le revenu. Donc c'est une mesure très importante et qui est donc activée par les indépendants à partir du site impôt.gouv.fr. Alors ça, ce sont les mesures, je dirais, déjà en cours, déjà appliquées. Alors la mesure évidemment très attendue par les acteurs économiques, c'est ce qu'on appelle donc le fonds de solidarité, qui a 2 étages. Le premier étage, c'est une aide directe, une subvention pour donc les entreprises, toute forme d'entreprise, TPE, indépendants, micro-entrepreneurs, professions libérales, même des associations, tout type de structures juridiques, dès lors qu'elles ont moins de 10 salariés, moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et moins de 60 000 euros de bénéfices annuels imposables sur le dernier exercice. Donc il s'agit vraiment en fait des petites entreprises du pays, des commerces, encore une fois, ou d'agriculteurs ou de micro-entrepreneurs. Et donc, à partir d'avril, ils vont pouvoir bénéficier donc d'une aide qui va jusqu'à 1 500 euros pour le mois. Alors, à qui ça va s'adresser? Il y a deux cas de figure. Il y a d'abord tous les
toutes les entreprises ou les commerces qui ont été fermés par décision administrative du gouvernement. Et donc là, elles ont pleinement droit à cette aide. Pour les autres qui continuent en partie une activité, il faut constater une baisse de 70% du chiffre d'affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019. Donc on constate cette baisse de chiffre d'affaires et donc on versera une aide, donc c'est la DGFiP qui versera cette aide de 1 500 € au maximum. C'est-à-dire si on a moins de 1 500 € de perte de chiffre d'affaires, eh bien on touchera une aide à due concurrence de cette perte, mais c'est donc jusqu'à 1 500 €. Ça c'est le premier étage et ce premier étage il va être ouvert dès le 1er avril. Et donc c'est extrêmement simple, il n'y aura qu'un seul canal pour les entreprises, impôts.gouv.fr, on remplit un formulaire, c'est donc déclaratif, on donne un certain nombre d'éléments évidemment sur l'identification de l'entreprise, les coordonnées bancaires, le chiffre d'affaires, une déclaration sur l'honneur et quelques jours après on va pouvoir faire les premiers versements, donc au début de la deuxième semaine d'avril, les premiers versements auront lieu. Ça c'est le premier étage. Et puis ensuite, il y a un deuxième étage, c'est un fonds commun entre l'État et les régions, un deuxième étage qui sera une aide des régions de 2 000 € et qui s'adressera en fait aux entreprises qui auront bénéficié de la première aide de 1 500 €, qui ont au minimum un salarié et qui n'auront pas eu accès au crédit bancaire dont parlera tout à l'heure la directrice de la Banque de France. Donc ça, c'est dans un deuxième temps, ce deuxième volet n'est pas immédiatement activé et donc ce sont les régions qui piloteront, qui recevront les demandes des entreprises et qui feront les versements. Simone Kamiki, pour la Banque de France. Il y a 3 grandes mesures. La première, et celle dont on a beaucoup entendu parler, c'est le programme d'achat de titres publics et privés pour une enveloppe de 750 milliards d'euros. Sachant que cette enveloppe, elle s'ajoute à une enveloppe qui est précédente, qui existait déjà, qui était de 300 milliards d'euros. Voilà. Donc ça, c'est la mesure phare pour permettre aux banquiers d'accorder les crédits qui lui sont demandés. Deuxième mesure, qui est un petit peu moins connue, puisqu'elle est plus professionnelle côté bancaire, c'est permettre et c'est faciliter le refinancement des banques. En fait, sous certaines conditions, des banques qui emprunteraient sur 3 ans sur le marché financier auraient un taux d'emprunt qui serait plus favorable. Et cet emprunt, il couvrirait la moitié des crédits accordés par les banquiers, alors qu'aujourd'hui, on est simplement à une couverture de 30%. La troisième mesure en tant que banque centrale, c'est en fait ce qu'on appelle une flexibilité intelligente, c'est-à-dire qu'on assure auprès des banquiers une évolution du cadre réglementaire. Et dans ce cadre réglementaire, la Banque de France a un rôle de superviseur. Et en tant que superviseur bancaire, en fait, on va alléger les compensations des exigences en capital pour les banquiers. Dans nos missions de service à l'économie, alors, l'objectif de la Banque de France, c'est d'assurer la continuité des services tant auprès des particuliers que des entreprises. Donc, pour les particuliers, les opérations de guichet aujourd'hui sont fermées, puisque tous les guichets de la Banque de France sont fermés. Par contre, pour les différentes opérations, les 3 grandes opérations que je vais détailler, on offre des possibilités de réaliser ces services sur des sites Internet. Alors, en ce qui concerne les droits au compte, les interrogations de fichiers, donc il y a un site internet qui a été ouvert qui s'appelle accueil.banque-france, c'est sur le site Banque de France, et il y a également un accueil téléphonique qui est indiqué lorsqu'on va sur le site internet, et donc les démarches peuvent être totalement réalisées par le site internet. Un particulier qui aurait besoin d'informations générales, notamment dans ses relations avec les banques, il y a actuellement déjà quelques questions qui se posent justement sur éventuellement les reports de crédits immobiliers, ce qui n'est pas une action qui n'est pas validée. Donc pour les informations générales, que ce soit donc les relations avec les banques, les assurances, l'épargne, dans ce cas il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme AB Infoservice. En ce qui concerne le surendettement, un particulier qui aurait besoin de déposer un dossier de surendettement a tout à fait la possibilité de retirer, virtuellement,
le dossier de surendettement sur le site Banque de France et après on lui indique sur quelle adresse il convient d'adresser ce dossier. Voilà. En ce qui concerne les entreprises, donc l'ensemble des équipes sont mobilisées sur 3 grandes mesures. Donc la première, c'est la médiation du crédit. Donc là, on interviendrait dans un deuxième rideau, puisqu'en fait, c'est pour répondre aux entreprises qui rencontreraient des difficultés de financement. Alors, je dis qu'on interviendrait en deuxième rideau, puisque c'est si les entreprises n'obtiennent pas actuellement le prêt garanti par l'État ou tout autre prêt. Dans ce cas, ils peuvent solliciter la Banque de France. Donc, le médiateur est saisi là aussi par le site internet médiation du crédit, donc tout étant dématérialisé. Deuxième mesure pour les entreprises, c'est l'accompagnement des entreprises. Donc là, c'est quelque chose de nouveau qu'on a mis en place dans le cadre de Covid-19. La structure existait, mais on l'a développée dans le cadre de Covid-19. C'est pour répondre à toute question de conseil ou d'orientation des entreprises vers les mesures en vigueur. Et enfin, on a un dernier point, c'est date d'aujourd'hui. Donc, nous offrons aux entreprises ce qu'on appelle un diagnostic financier. C'est-à-dire que par l'intermédiaire du correspondant TPE qui assure l'accompagnement des entreprises, donc la deuxième mesure que je viens de présenter, les entreprises pourront les entreprises qui rencontrent des difficultés avec leurs partenaires financiers, que ce soit les banques, que ce soit les assureurs crédits, que ce soit les fournisseurs, donc ces entreprises auront une possibilité d'obtenir de notre part un diagnostic qui facilitera les échanges avec les partenaires et qui permettront surtout de montrer le caractère plutôt ponctuel des difficultés rencontrées par les entreprises. Et de montrer aussi que ces entreprises sont structurellement viables. Dans ce cadre, il y a 2 points d'accès. Il y a un site internet, toujours pareil, sur le site Banque de France. Ce site internet s'appelle Diagnostic Financier Banque de France. Ou, comme je l'ai dit plus haut, la possibilité d'avoir ce diagnostic, d'obtenir ce diagnostic, se fait par l'intermédiaire de notre correspondant TPE. Voilà pour ce qui est des mobilisations propres Banque de France. Bien évidemment, en ce qui concerne la mobilisation des réseaux bancaires, on peut aujourd'hui relever qu'il y a une mobilisation totale des réseaux bancaires pour mettre en place les prêts garantis par l'État, en coordination bien évidemment avec la BPI. On est simplement prudent sur l'optimisation de situations individuelles au détriment des autres dossiers. Alors, Madame Chabaudy pour l'URSSAF. Merci, Monsieur le Préfet. Bonjour à tous. Donc, bien évidemment, l'URSSAF Poitou-Charentes reste mobilisée pour accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants. Donc, nos sites sont fermés sur les 4 départements, mais nous continuons à prendre en charge les demandes des entreprises, notamment par téléphone, puisque nos conseillers offres de services prennent les appels téléphoniques depuis leur domicile. Alors, concernant les mesures d'accompagnement que nous avons mis en place, donc il y a des mesures qui concernent les entreprises et des mesures qui concernent les travailleurs indépendants et professions libérales. Alors, pour les entreprises, au titre des cotisations qu'elles versent sur les salaires de leurs salariés, donc elles ont pu bénéficier d'un report de 3 mois pour les cotisations qui étaient dues au 15 mars, sans application de majoration de retard ni pénalité. Et cette mesure va être reconduite pour les cotisations qui sont dues au 5 avril. Au 5 avril, pour être un petit peu plus précise, ce sont les entreprises qui occupent plus de 50 salariés qui paient les cotisations. Et au 15 avril, ce sont celles qui en occupent moins de 50. Donc au 15 mars, ce sont près de 4 entreprises sur 10 qui ont bénéficié de ce report. Cette proportion de 4 sur 10 est une proportion qui a été calculée au niveau national, mais qu'on retrouve à la fois en Poitou-Charentes et dans le département de Charente-Maritime. Ainsi, en Charente-Maritime, on a un petit peu plus de 5000 entreprises qui ont bénéficié de la mesure sur 13 000 entreprises du département. Bien évidemment, on invite les entreprises qui peuvent le faire à continuer à payer leurs cotisations, puisque c'est important pour notre système de protection sociale, surtout en ce moment, car il en a grandement besoin.
Donc là, nous faisons appel aussi au civisme des entreprises qui peuvent continuer à assurer le paiement des cotisations. Alors, concernant cette mesure de report, elle est exceptionnelle, car nous avons l'habitude, effectivement, d'accompagner les entreprises dans leur accordant des délais de paiement. Mais là, c'est bien un report, et ce report peut s'appliquer également sur les parts salariales qui sont retenues sur les salaires, les bulletins de salaire des salariés. Et ça, c'est vraiment exceptionnel par rapport à notre politique habituelle. Et surtout, ce report se fait sans majoration de retard ni pénalité. Alors, pour les travailleurs indépendants, donc artisans, commerçants et professions libérales, là, nous avons suspendu le prélèvement qu'ils avaient au 20 mars pour l'ensemble des travailleurs indépendants. Ça veut dire que quelle que soit la situation, aucun travailleur indépendant n'a été prélevé de l'échéance qui était due au 20 mars. Cette mesure est reconduite pour ceux qui ont les prélèvements au 5 avril. Donc ça aussi, c'est une mesure importante. Et là, ils n'ont pas besoin de faire de demande. C'est une suspension du prélèvement qui est automatique. Ils peuvent également, pour, je dirais, moi, la période future, demander à moduler leur cotisation en faisant une estimation de leurs revenus. Alors, autre élément également important pour les artisans, commerçants et professions libérales, ils ont la possibilité de nous demander à bénéficier d'une aide financière exceptionnelle alors, elle intervient, cette aide, en complément des autres aides et notamment des indemnités journalières qu'ils pourraient percevoir ou du fonds de solidarité qui a été cité tout à l'heure par M. Garnier. Donc, pour bénéficier de cette aide qui est prélevée sur le fonds Action sociale des travailleurs indépendants, il y a un formulaire qui est en ligne sur ursaf.fr et sur sécu-indépendant.fr. Donc, ces demandes, ce formulaire complété accompagné des justificatifs est à transmettre dans une boîte mail que nous avons ouverte spécifiquement à l'URSSAF Poitou-Charentes, action-social.poitou-charentes@ursaf.fr. Ce qui est important à signaler, c'est que cette aide ne sera pas systématique. Les dossiers seront étudiés en fonction de la situation de chaque demandeur et en fonction des aides qui auront été déjà perçues par ailleurs. Bien évidemment, tous ces dispositifs sont évolutifs dans le temps. Nous n'avons pas encore aujourd'hui les dispositions arrêtées par les pouvoirs publics sur l'échéance de cotisation du 15 avril. Mais c'est un dossier qui évolue de jour en jour. Élément important également, nous avons suspendu toutes les procédures de recouvrement forcé qui étaient en cours pour l'ensemble de nos cotisants, que ce soit les entreprises ou les travailleurs indépendants. Donc voilà les principales mesures qui ont été mises en place. Alors, un élément important, comme tous les sites de l'URSSAF sont fermés, nous ne recevons plus de courrier. Donc nous invitons au maximum l'ensemble des entreprises, des artisans, des commerçants, professions libérales qui doivent nous faire des demandes à nous envoyer leurs documents sous forme dématérialisée. Ça, c'est important, notamment pour les travailleurs indépendants qui souhaitent demander à bénéficier de l'aide financière exceptionnelle. Merci Madame Chabaudy. Alors nous terminons cette présentation des mesures par la directe avec William Vitek. Alors en ce qui concerne l'activité partielle, je souhaite rappeler qu'il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place qui permet une prise en charge intégrale de l'indemnité versée par l'entreprise aux salariés en activité partielle. Et donc l'employeur peut réduire donc temporairement le temps de travail de ses salariés, mais il doit verser une indemnité horaire représentant 70% du salaire brut, ce qui équivaut à environ 84% du salaire net. Et donc, un nouveau dispositif d'activité partielle a été mis en place en urgence par l'État, c'est un décret du 26 mars, qui permet une prise en charge intégrale par l'État des indemnités d'activité partielle versées par l'employeur à ses salariés. Et ce soutien massif de l'État doit permettre de soutenir la charge salaire des entreprises, notamment des TPE-PME, et de maintenir ainsi l'emploi au sein des entreprises. Les tailles d'entreprises sont concernées, des plus petites aux plus grandes, et tous les secteurs, notamment les secteurs qui ont fait l'objet au début d'une fermeture administrative, comme les hôtels, cafés, restaurants, mais il y a aussi les secteurs de l'industrie qui sont concernés, comme le nautisme et les secteurs du bâtiment. Donc la saisine de la demande d'activité partielle et l'ouverture du dossier d'activité partielle s'effectue directement en ligne sur le site internet
donc activitépartielle.emploi.gouv.fr. Et donc l'entreprise fait sa demande et la directe a 48 heures pour instruire la demande, sinon la demande est validée tacitement. Donc les assouplissements, c'est cette validation tacite. Avant, il y avait 15 jours pour valider, maintenant donc c'est 48 heures. Et les entreprises ont aussi un mois pour faire leur demande, donc il y a une souplesse, il y a un effet rétroactif, alors que préalablement il fallait que l'autorisation soit préalable. Alors l'activité partielle en chiffres, à ce jour, on a en Charente-Maritime 2900 demandes d'activité partielle de la part d'entreprises. Donc 2900 demandes, ce qui équivaut à 22 000 salariés. Deuxième activité importante, c'est le renseignement des entreprises et des salariés sur le droit du travail, donc en période de crise sanitaire. Donc les services de la directe répondent aux questions des entreprises et des salariés sur l'application du droit du travail. Et on a traité environ 1 millier de demandes de renseignements, soit par mail ou téléphone. Il y a 3 adresses mail qui ont été mises à disposition et aussi un numéro de téléphone qui est actif tous les jours, du lundi au vendredi, tous les matins, pour répondre aux questions. Sinon, l'inspection du travail demeure elle aussi bien évidemment en alerte pour des sollicitations, signalements, des questions sur les conditions de travail, ainsi que les services de santé au travail, donc la médecine du travail et les acteurs de prévention, qui peuvent également accompagner les entreprises et les salariés sur ces questions de conditions de travail. Enfin, il faut noter que le ministère du Travail est en train d'outiller les secteurs d'activité en réalisant des fiches métiers pour expliquer les mesures de prévention à prendre dans le cadre du Covid-19. Il y a un autre dispositif qui a été mis en place, c'est la mobilisation du service public de l'emploi en faveur des secteurs agricoles et des industries agroalimentaires pour faire face aux besoins de recrutement. Donc au niveau national, les ministres du Travail, de l'Économie et de l'Agriculture ont défini un plan de soutien spécifique pour répondre aux besoins de main-d'œuvre de ces secteurs en mettant en place une plateforme qui vise à rapprocher donc les personnes disponibles pour travailler et les besoins des entreprises. Et au niveau local, le service public de l'emploi se mobilise également pour mettre en place des mesures exceptionnelles dans le cadre de ce plan de soutien. Et donc, il y a un numéro d'appel unique en Charente-Maritime qui a été mis en place. C'est le 05 46 39 48 49. Et donc, cette ligne permet d'échanger avec un conseiller d'entreprise Pôle emploi. Et dernier élément au niveau régional, sont présents dans les directs des médiateurs des entreprises, donc qui ont pour mission de rapprocher les donneurs d'ordre et les sous-traitants en cas de difficulté. Par rapport au dispositif des activités partielles, moi j'ai comme retour qu'il y a quand même des entreprises qui ont fait des demandes d'activités partielles, mais qui apparemment il faut prouver la baisse d'activité par rapport à mars dernier, et que c'est sur 30 jours à compter du 15 mars, à compter de la date de confinement chez nous. Par rapport à l'année dernière, donc la moitié entre mars et avril, et qu'il faut justifier d'une baisse d'un certain pourcentage de l'activité, mais que la rentrée des revenus n'est pas prise en compte. Du coup, il y a des entreprises qui ne sont pas en mesure de justifier de la baisse d'activité, alors que la baisse d'activité est bien là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet? William. Oui. Donc pour bénéficier de l'activité partielle, en effet, il faut que l'employeur réduise temporairement le temps de travail de ses salariés. Donc nous, on demande juste qu'il justifie, mais rapidement, il n'y a pas de baisse de chiffre d'affaires, juste des difficultés d'approvisionnement, des pertes de clients, des baisses de marché, ou des impossibilités surtout à mettre en œuvre les risques barrières de protection sanitaire. Mais dès qu'on a ces éléments, c'est au chef d'entreprise donc d'évaluer les risques et de déterminer dans quelle mesure il peut faire travailler ses salariés dans des conditions de travail et d'hygiène et sanitaire préservant leur santé. Mais sinon, on valide les demandes d'activité partielle. Et sinon, pour les 30 jours, je voulais revenir là-dessus, c'est un effet, donc l'entreprise a 30 jours pour faire sa demande, donc on peut revenir 30 jours en arrière. Voilà, c'est ça le dispositif. Oui, ça c'est rétroactif, j'ai bien noté. Non, apparemment, c'était dans un cadre de 30 jours, enfin, de ce qu'on m'a dit, après je ne sais pas si c'était de l'amalgame ou pas, mais
que c'était que la période sur laquelle les entreprises devaient justifier la baisse d'activité, c'était sur une période de 30 jours, comparée à une période de 30 jours de l'année dernière, à compter du 15 mars. Non, pas du tout. Hein. Non, c'est beaucoup plus large. Il n'y a pas de durée de baisse d'activité. Bien évidemment, dès que la crise sanitaire est arrivée, dès qu'on a impossibilité de faire travailler ses salariés, on peut valider une demande d'activité partielle. Là, je vous rassure. Laurent Garnier, je voulais peut-être intervenir, excusez-moi, la DGFiP, parce que je pense que dans la question, il y avait peut-être aussi le traitement du fonds de solidarité, parce qu'effectivement, vous avez cité, madame, la baisse de 70% de chiffre d'affaires, et donc je pense que c'est aussi ce nouveau dispositif. Alors, je voudrais revenir là-dessus simplement pour dire qu'on regarde pas à partir du 15 mars, en fait, sur le fonds de solidarité, c'est-à-dire, vous savez, pour l'octroi d'une aide de 1 500 € pour les petites entreprises, on regarde mars 2020 par rapport à mars 2019. Alors, effectivement, j'ai entendu parfois la critique sur le fait que montrer qu'on a une baisse de 70% du chiffre d'affaires, ça risque d'être compliqué parce que, effectivement, en gros, la première quinzaine de mars, il y avait une activité à peu près normale et la deuxième quinzaine, on était effectivement en confinement. Alors, je voudrais rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand une entreprise est aujourd'hui fermée pour des raisons administratives, c'est-à-dire qu'elle est dans la liste des entreprises qui ne peuvent pas être ouvertes au public depuis donc le 16 mars, en réalité, depuis le confinement, elle est éligible à l'aide. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas la baisse de son chiffre d'affaires. L'entreprise est fermée depuis le 16 mars et donc elle a droit à cette aide de 1 500. Les 70% de baisse de chiffre d'affaires de mars 2020 par rapport à mars 2019, c'est pour des entreprises qui continuent en réalité à avoir une partie d'activité, d'accord? Et c'est pour ça que ce critère, ce seuil a été fixé. Hein, mais pour une entreprise qui est fermée, je confirme bien qu'elle a le droit, l'indépendant concerné a bien le droit à cette aide de 1 500. Hein. Voilà, je pense que votre question, elle portait aussi là-dessus, sur le fonds de solidarité. J'aimerais réagir là-dessus. Parce que je suis à la fois média, Réal à une, RMO à la une. Je suis également chef d'entreprise. Et je voudrais réagir par rapport aux deux choses qui ont été évoquées précédemment. On peut ne pas être sur la liste de l'État et être obligé de fermer. Est-ce qu'on rentre dans le dispositif aide 1 500 €? C'est la première chose. Et la deuxième chose que je voulais évoquer, c'est que, à titre de mon entreprise, ça fait 15 jours que le cabinet social qui se charge de nous essaye de monter un dossier direct pour le chômage partiel et qu'on n'arrive pas. On a des bugs sans arrêt et on n'arrive pas à joindre et donc notre dossier n'est toujours pas validé au bout de 15 jours. Donc je suis désolée d'apporter un témoignage personnel, mais c'est pour vous dire que voilà, si nous, aidés par un cabinet social, on n'y arrive pas, au bout de 15 jours, on n'a pas de réponse, je pense qu'on ne doit pas être laissé. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous prévoyez pour répondre à toutes ces demandes en attente. Alors, William Bittel pour la directe. Oui, je sais en effet, l'applicatif n'avait pas été conçu pour faire face à un tel afflux de demandes. Et donc, je sais qu'il y a des difficultés pour certaines entreprises de déposer leurs demandes. Mais c'est justement aussi pour ça que le délai de 30 jours a été créé. Et donc l'AFP, le ministère travaille à l'amélioration du dispositif. Encore là maintenant, le site est fermé parce qu'il travaille pour résoudre ces difficultés. Et normalement, donc tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici cette semaine pour que les dossiers soient traités le plus rapidement possible. Il faut être un petit peu patient, mais il n'y a pas d'inquiétude, c'est en cours de solution. Ok, je vous remercie pour cette réponse. Vous me confirmez à propos des chiffres Journal Sud-Ouest, Alain Babot, à propos des chiffres de 2900 demandes d'activité partielle, donc il s'agit bien de demandes formulées. Est-ce que toutes ont été acceptées? Je suppose que non. Combien ont essuyé un refus? Alors sur les 2900 demandes, oui, il s'agit de demandes validées et déposées. Il y a très 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 peu de refus. Il y a vraiment, alors je ne peux pas vous dire exactement, mais c'est très minime et c'est souvent des demandes de précision ou parce qu'il y a des incohérences sur la durée du travail, le nombre de salariés. Mais la plupart des demandes, à moins qu'il y ait vraiment des incohérences, vont être validées. D'accord. Oui, Daniel Ethan pour le littoral, justement concernant les entreprises aidées. Il y a combien d'entreprises en Charente-Maritime en tout?
Vous m'avez entendu? Oui, William, nombre. j'avais en tête le nombre de 17 000. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Moi, je dirais entre 17 et 18 000, oui. Voilà, 18 000 entreprises à peu près. voilà. Donc c'est l'ordre de grandeur. Salariés, c'est ça? Oui, Pardon, monsieur. combien de salariés? Donc Ça représente combien de 2900 salariés? de salariés. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. En Charente-Maritime. Attendez, ne quittez pas. Avant que William trouve le chiffre, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas surtout, hein. La question laquelle vous n'avez pas répondu tout à l'heure, c'est les 1 500 euros. On a bien compris qu'il ne fallait pas justifier si on était sur des entreprises fermées de facto sur les listes de l'État. Mais qu'en est-il des entreprises qui ont été obligées de fermer parce qu'elles ne peuvent plus travailler et qui n'ont pas forcément la baisse de 70% du chiffre d'affaires, mais qui ont été obligées de fermer et qui peuvent le prouver? Alors oui, là en effet, Laurent Garnier des DEFIP, quand on n'est pas dans la fermeture administrative, on est effectivement dans le critère de perte de 70% de chiffre d'affaires entre mars 2020 et mars 2019. Et donc oui, en effet, si on n'a pas une baisse de 70% du chiffre d'affaires, on ne sera pas éligible. Alors on ne sera pas éligible pour le mois de mars. Après, si la mesure est prolongée en avril et qu'il n'y a plus de chiffre d'affaires, vous pourrez être éligible. Mais en effet, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit fermeture, soit baisse de 70%. Je ne peux pas vous donner, si vous voulez, d'éléments sur pourquoi ce chiffre. Je pense qu'il y a eu des discussions au niveau du gouvernement. En tout cas, c'est le critère qu'on appliquera. Ouais. D'accord. Pour le nombre de salariés, il y a William. environ 199 000 salariés. Bon, en 200 000, Charente-Maritime. mettons. 200 000. Oui, 200 000, voilà. On arrondit à 200 000. Très bien, merci. Alors, avez-vous d'autres questions? Oui, j'ai une dernière question. Parmi tous les secteurs étaient concernés. Est-ce qu'il y a des zones géographiques qui sont plus ou moins concernées quand même? Par William, rapport à l'activité partielle? Non, c'est, je dirais, équitablement réparti, malheureusement. Tout le département, il y a des demandes de toutes les zones du département. oui. Excusez-moi, concernant les cotisations URSSAF, donc sur les entreprises qui n'ont pas acquitté la totalité des cotisations au 15 mars, le secteur d'activité le plus concerné au niveau national et également pour notre région, c'est l'hébergement et la restauration. Ah oui, l'hôtellerie et restauration. D'accord. Pour l'activité partielle aussi, hein, c'est le secteur le plus représentatif. D'autres questions? Oui, éventuellement une autre question. On constate que beaucoup de prélèvements clients, etc. sont rejetés parce que tout le monde est dans la même situation. Donc ça va faire boule de neige en fait. Et qu'est-ce qui est prévu là-dessus? Parce que les entreprises n'ont plus d'activité, les clients ne les payent plus. Parfois même c'est les collectivités qui les payent plus, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà, quand l'essentiel des clients des entreprises sont des petits commerces, Sur des les entreprises collectivités, je du vais coin demander à Laurent. qui peuvent plus payer. Vous voyez, il y a un effet boule de neige. Qu'est-ce qui est prévu pour ça? Alors, madame, s'agissant des collectivités publiques, qu'il s'agisse de l'État, des collectivités locales ou du secteur sanitaire, je vais donner la parole à Laurent Garnier, mais je peux vous dire que des consignes très fermes leur ont été données et nous y veillons pour régler le plus rapidement possible toutes les factures dont elles sont redevables, hein, sachant qu'il n'y a pas de problème de liquidité en ce qui les concerne. Laurent, vous voulez compléter? Oui, non, je confirme tout à fait. Hein. Nous, en tant que comptable de ces collectivités, on a évidemment instruction. Et donc, si des entreprises ont des difficultés pour se faire payer par un client public, évidemment, il faut qu'elles le signalent. Et donc, on est là. J'ajoute que, en sens inverse, les entreprises qui ont des marchés avec les collectivités publiques et qui sont aujourd'hui arrêtées, qui n'ont pas l'approvisionnement, évidemment, on n'appliquera aucune pénalité si elles sont en retard pour la fourniture des prestations. Hein. Donc voilà. Donc, toutes les mesures sont prises côté public et en effet, il n'y a pas jusqu'ici de problème de trésorerie pour les collectivités locales ou pour l'État. Donc nous honorons nos commandes. D'accord. C'est pour l'effet domino, donc des non-paiements des clients en fait qui font boule de neige. Ils doivent faire pour pouvoir honorer ces règlements. Ils ont la possibilité de demander d'un prêt auprès de leur banquier. Donc, ces prêts sont garantis par la BPI.
à une certaine hauteur en fonction bien évidemment des entreprises, hein, mais la garantie peut aller jusqu'à 90%, donc ce qui donne quand même au niveau de la profession bancaire une garantie quasiment totale du règlement. Donc en fait, les entreprises doivent faire une démarche auprès de leurs banquiers pour obtenir ces financements. Ils peuvent faire une démarche auprès de plusieurs partenaires bancaires. Hein. Une fois qu'ils ont un préaccord de la part de leurs partenaires bancaires, et là tous les réseaux sont mobilisés. Donc une fois qu'ils ont ce préaccord, à ce moment-là, ils vont sur le site de la BPI avec cet accord pour pouvoir vérifier s'il y a une éligibilité qui normalement est très peu restrictive. C'est juste une question de difficulté, une entreprise qui pourrait être en difficulté, en fragilité qui est rejetée, sinon toutes les entreprises ont l'accord de cette garantie. Et donc une fois que les entreprises ont cette attestation de la BPI, eh bien ils retournent vers leur banquier qui va libérer le crédit qui aura été demandé. Voilà. Donc ce système de crédit a été fait justement pour répondre aux besoins de trésorerie des entreprises. Et c'est pour ça, tout à l'heure dans l'introduction, je vous disais qu'en amont, en tant que banque centrale, tout a été fait pour qu'il y ait suffisamment de liquidité sur le système financier pour que les entreprises puissent être financées. Et deuxième chose aussi, deuxième mesure qui peut être demandée par un banquier, c'est ce qu'on appelle le report de crédit. C'est-à-dire que les entreprises qui ont des crédits en cours peuvent bénéficier de 6 mois de report. Là aussi, c'est pour dégager de la trésorerie pour pouvoir payer le courant. Voilà, donc deux grandes mesures financières, le report des remboursements de crédit et le prêt garanti par l'État. Qu'on entend, vous devez en entendre peut-être, c'est PGE. En fait, c'est prêt garanti par l'État. Donc, prêt accordé par les établissements bancaires et garanti par l'État via la BPI. Excusez-moi, madame, je voulais apporter un complément concernant la question sur les difficultés qu'une entreprise peut rencontrer avec un client ou un fournisseur qui n'assumerait pas ses obligations. Je rappelle que cette entreprise peut solliciter à tout moment le médiateur des entreprises. Il se trouve à la Directe, Nouvelle-Aquitaine, donc à Bordeaux, donc il est en mesure de proposer dans des délais extrêmement courts une solution dans ce type de situation. Donc l'entreprise a ce recours-là. Et enfin, pour être vraiment complet, je rappelle que les chambres consulaires ont cette mission d'assurer donc le règlement à l'amiable, bien entendu, de différends entre une entreprise, ses clients ou ses fournisseurs. Voilà. Donc l'entreprise n'est pas sans recours. Hein. Elle a différentes possibilités à sa disposition pour surmonter donc un blocage qu'elle rencontrerait avec un client ou un fournisseur. D'autres questions ? Oui, j'avais une dernière question pour Monsieur le Préfet. On voit que dans tous ces dispositifs qui sont très complets, aussi bien au niveau étatique que région que département, sont destinés à aider les entreprises à passer le cap. Mais Madame, je crois de la BPI de la Banque de France, disait que ils étaient là pour conseiller sur la situation, l'équilibre structurel des entreprises. Quid des entreprises qui étaient déjà en difficulté, parce qu'il y en a aussi, ou qui étaient juste en lancement, ou toutes ces entreprises-là qui n'ont pas la viabilité même à moyen terme. Est-ce qu'on va les aider à repartir, ou est-ce que on va laisser sur le bord de la route toutes ces entreprises qui ne garantissent pas une viabilité suffisante? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, madame, je m'en suis entretenu à l'occasion de la cellule de suivi de la semaine dernière avec les présidents des tribunaux de commerce qui participent à nos réunions. Je leur ai demandé d'abord si il y avait eu, depuis le début de l'épidémie, des dépôts de bilan directement imputables à la situation actuelle. Leur réponse, que ce soit pour le tribunal de commerce de La Rochelle ou celui de Saintes, a été négative. Ce qui fait que l'information date de mercredi dernier. Donc je ne peux pas vous dire si depuis il y a eu dépôt de bilan. Mais mercredi dernier, aucun dépôt de bilan ne pouvait être
imputés dans notre département à l'épidémie de Covid-19. Ceci étant, nous sommes extrêmement attentifs avec l'ensemble de nos interlocuteurs du monde économique à cette situation. Vous connaissez sans doute le dispositif. Lorsqu'une entreprise rencontre des difficultés à caractère conjoncturel, ce qui peut s'appliquer à la situation actuelle, eh bien, elle a, avant même, dans le but de prévenir plus exactement un dépôt de bilan, elle a la possibilité de solliciter les services de l'État, et en particulier le directeur départemental des finances publiques, qui préside la commission des chefs de services financiers. Laurent Garnier, si vous le souhaitez, pourra développer. Donc cette commission des chefs de services financiers a la possibilité d'accorder des reports d'échéances sociales et fiscales pour permettre à l'entreprise de traverser une passe difficile. Cela, bien sûr, ne s'applique qu'à des entreprises qui sont structurellement viables. À partir du moment où, pour quelque raison que ce soit, une entreprise n'est plus en mesure de vivre, c'est-à-dire que voilà, son équilibre économique est gravement compromis et durablement compromis, eh bien à ce moment-là, ce sont les procédures de droit commun qui s'appliquent, que vous connaissez, donc les procédures judiciaires qui relèvent du tribunal de commerce. Voilà, avec dépôt de bilan, possibilité de nommer un administrateur provisoire, etc., etc. Bon, il y a différents paliers, différents outils qui permettent de faire le maximum pour éviter la défaillance de l'entreprise, c'est-à-dire sa liquidation. Voilà. Donc ce cadre, il est toujours bien sûr valable, hein, si ce n'est que l'information que je voulais vous donner, c'est que à la date du 25 mars, nos tribunaux de commerce de Charente-Maritime n'avaient enregistré aucun dépôt de bilan en lien avec l'épidémie actuelle. Merci. Si je peux compléter, Monsieur le Préfet, avec on a eu des nouvelles ordonnances au 28 mars et qui confirment ce que vous venez de dire. Il y a des ordonnances, il y a 2 ordonnances du 28 mars et qui ont été prises spécifiquement, c'est une adaptation temporaire pour les entreprises en difficulté. Et il y a 3 grands points, hein, c'est d'abaisser cette paiement qui seront appréciés à la situation des débiteurs au 12 mars seulement. Il y a des durées de procédure de conciliation, de plans de sauvegarde, de plans de redressement qui pourront être allongés. Et il y a une communication qui est facilitée au niveau des tribunaux. Donc, madame, c'est le journal de Ré, non, c'est Ré à la une, je ne sais plus. Parce qu'on est sur des activités saisonnières, il y a beaucoup de nouvelles activités chaque année à cette période, et beaucoup viennent juste de démarrer, et ils vont se retrouver dans des situations intenables en fait. Oui, en tout cas, ces mesures-là ont été prises, je vous dis, le 28 mars. D'accord, merci. Oui, d'autres questions ? Oui, une question sur le fonds de solidarité. En fonction des critères que vous avez énoncés, Monsieur des Finances publiques, ça représenterait potentiellement combien d'entreprises dans le département? Ça pourrait concerner combien d'entreprises? C'est une bonne question, mais effectivement, je ne peux pas vous donner la réponse. Je suis pas sûr que on sache facilement vous la donner, parce que là, on combine 3 critères qui ont été pris en compte là pour cette aide spécifique. Donc, en plus, elle va être attribuée à un niveau national. Hein, c'est pas nous localement qui allons le faire. Donc, je vous donnerai un bilan une fois qu'on aura les demandes, mais je pense pas qu'on puisse vous donner de chiffres a priori, quoi.